Après une relation toxique, quelque chose change irrémédiablement. On commence à dire non avec une facilité déconcertante. On cesse de tolérer des choses que l'on acceptait auparavant sans même les remettre en question. On devient soudainement plus sélectif, avec son temps, son énergie, ses émotions. Et l'entourage le remarque. Certains vous accusent d'être devenu froid, distant. D'autres, au contraire, vous félicitent de enfin vous respecter. Vous ne savez plus très bien quoi penser. Une question lancinante vous poursuit, même si vous ne la formulez pas à voix haute. Est-ce que je me protège vraiment, ou est-ce que je suis simplement en train de m'enfermer, de me couper du monde? Carl Jung, figure incontournable de la psychologie analytique, a passé des décennies à étudier cette distinction précise. Il a travaillé avec des patients profondément meurtris par les autres et a observé quelque chose de fascinant. Certaines personnes guérissaient et construisaient des vies épanouissantes, avec des relations significatives. D'autres restaient piégés dans une sorte de forteresse émotionnelle, techniquement à l'abri, mais complètement seuls. La différence ne résidait pas tant dans ce qui leur était arrivé, mais plutôt dans la manière dont elles avaient réagi. Jung a identifié 5 différences fondamentales entre ce qu'il appelait une limite psychologique saine et ce qu'il nommait un mur de défense pathologique. Aujourd'hui, je vais vous exposer chacune de ces différences. Vous pourrez ainsi identifier précisément où vous vous situez. Et plus important encore, vous comprendrez comment trouver l'équilibre. Cet équilibre que Jung considérait essentiel pour ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir pleinement qui vous êtes. Mais avant cela, il est crucial que vous compreniez pourquoi cette confusion est si commune et si dangereuse. Lorsque vous traversez une relation toxique, particulièrement si elle a été prolongée, votre système nerveux apprend quelque chose de fondamental. Il apprend que la proximité est synonyme de danger, que faire confiance mène inévitablement à la douleur. Couvrir son cœur signifie se rendre vulnérable, être exposé à la destruction. Cet apprentissage est biologique et pas seulement psychologique. Votre amygdale, cette partie du cerveau qui traite la peur, devient hypersensible. Elle commence à détecter des menaces là où il n'y en a pas. Une nouvelle personne qui montre un intérêt sincère active les mêmes alarmes que le manipulateur qui vous a blessé. Votre esprit ne fait plus la distinction entre un prédateur réel et quelqu'un qui souhaite simplement apprendre à vous connaître. Alors, vous construisez des défenses, vous érigez des murs. Et c'est là que réside le problème. Ces murs vous protègent certes de répéter les blessures, mais ils vous empêchent également de recevoir l'amour, la connexion, l'intimité dont nous, êtres humains, avons besoin pour nous sentir complets. Jung disait que la psyché recherche constamment l'équilibre. Si vous vous fermez trop, une partie de vous se flétrit. Et ce flétrissement a des conséquences désastreuses. Dépression, solitude chronique, la sensation que la vie est dépourvue de sens. Parce que le sens, pour Jung, émerge toujours de la connexion avec les autres. Maintenant, passons aux 5 différences. Écoutez attentivement, car chacune d'entre elles peut vous révéler quelque chose de crucial sur votre situation actuelle. La première différence est la plus fondamentale, et aussi la plus facile à mal interpréter. Une limite saine et flexible. Un mur de défense est rigide, implacable. Lorsque vous avez une limite saine, vous évaluez chaque situation individuellement. Cette personne m'a-t-elle donné des raisons de me méfier? Ou suis-je en train de projeter des expériences passées? Cette situation est-elle réellement dangereuse? Ou ma peur est-elle en train de déformer la réalité? Une limite saine autorise les exceptions. Elle permet d'être surpris. Elle permet à une personne de démontrer, avec le temps, qu'elle est différente de ceux qui vous ont blessé auparavant. Un mur de défense ne permet rien de tout cela. C'est une politique universelle, appliquée à tous sans distinction. Je ne fais confiance à personne. Je ne m'ouvre à personne. Je ne laisse personne s'approcher. Point final. Jung a observé cela chez une patiente qui avait été trahie par sa meilleure amie, Sophie. La trahison avait été dévastatrice, une violation de confiance profonde qui l'avait laissé remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les relations humaines. Sa réaction initiale avait été tout à fait raisonnable. Elle s'était éloignée de Sophie, avait digéré sa douleur,
avait réfléchi aux signaux qu'elle avait ignorés. Mais ensuite, quelque chose avait changé. Elle avait commencé à appliquer la même méfiance à toutes ses relations. Des personnes qui n'avaient donné aucune raison de douter d'elle étaient traitées comme des suspectes. Les invitations à sortir étaient refusées systématiquement. Toute tentative de rapprochement était perçue comme une manipulation potentielle. 5 ans plus tard, elle était venue consulter Jung, complètement seule. Elle n'avait pas eu une seule relation significative pendant tout ce temps. Et le pire, c'est qu'elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle se sentait si vide, alors qu'elle était supposément protégée. Jung lui a fait prendre conscience que sa limite s'était transformée en prison. La rigidité qui, selon elle, la maintenait à l'abri, était en réalité en train de la tuer lentement, parce que les humains ne sont pas conçus pour vivre isolés. Nous sommes faits pour la connexion. La clé que Jung lui a enseignée était simple, mais révolutionnaire. Une limite saine dit « Je veux t'évaluer avant de te faire confiance ». Un mur de défense dit « Je ne vais même pas te donner l'occasion d'être évalué ». La deuxième différence est plus subtile, et donc plus difficile à reconnaître en soi. Une limite saine protège sans punir. Un mur de défense punit en se déguisant en protection. Cela exige une honnêteté brutale envers soi-même. Lorsque vous rejetez quelqu'un, lorsque vous refusez de vous ouvrir, lorsque vous maintenez vos distances, quelle est la motivation réelle? Si la motivation est véritablement de protéger votre bien-être, le rejet se fait sans rancœur. Vous pouvez dire non à quelqu'un, tout en lui souhaitant du bien. Vous pouvez garder vos distances, sans que l'autre personne n'ait besoin d'en souffrir. Mais si la motivation comporte une composante de punition, s'il y a une partie de vous qui souhaite que l'autre ressente ce que vous avez ressenti, s'il y a une satisfaction, même minime, dans le rejet, alors ce n'est pas une limite. C'est de la vengeance déguisée en amour-propre. Jung appelait cela l'ombre agissant à travers la personne. Votre partie blessée, votre rage non digérée, trouve un moyen socialement acceptable de s'exprimer. Personne ne peut vous critiquer pour avoir des limites. Alors vous utilisez le mot « limite » pour justifier des comportements qui sont en réalité agressifs. Un patient de Jung, nommé Pierre, avait été abandonné par son père à l'âge de 10 ans. Le père avait simplement disparu un jour. Et n'était jamais revenu. Le traumatisme avait été profond et formateur. À l'âge adulte, cet homme avait un schéma particulier dans ses relations amoureuses. Il laissait les femmes s'approcher jusqu'à un certain point. Et ensuite, juste au moment où elles commençaient à se sentir en sécurité, il se retirait brusquement, sans explication, sans au revoir, exactement comme son père l'avait fait. Il appelait cela poser ses limites. Il disait qu'il avait besoin d'espace, qu'il n'était pas prêt pour l'engagement, qu'il était important de prendre soin de lui. Mais Jung voyait quelque chose de différent. Il voyait que chaque retrait était chargé d'une satisfaction inconsciente. Il y avait du plaisir à être celui qui abandonnait, au lieu d'être abandonné. Il y avait une sorte de justice poétique à faire ressentir aux autres ce qu'il avait ressenti enfant. Ce n'était pas de la protection. C'était une répétition du trauma originel, avec les rôles inversés. C'était l'ombre demandant à ce que quelqu'un paie pour le mal que son père avait causé. La distinction est cruciale. Une limite saine te protège, sans avoir besoin de blesser l'autre. Un mur de défense, lui, nécessite que l'autre souffre pour se sentir efficace. La troisième différence touche quelque chose que Carl Jung considérait central pour la santé psychologique. Un équilibre, une harmonie intérieure. Une limite saine permet une vulnérabilité sélective. Un mur de défense élimine toute vulnérabilité. C'est une forteresse. C'est difficile à accepter pour ceux qui ont été blessés profondément. La vulnérabilité se ressent comme une faiblesse, comme la porte. Par où le dommage est entré la dernière fois. Logique, de vouloir la fermer permanentement. Mais Carl Jung insistait. La vulnérabilité n'est pas le problème. Le problème est la vulnérabilité indiscriminée. S'ouvrir à tous, sans distinction. Faire confiance aveuglément, sans preuve. La solution n'est pas d'éliminer la vulnérabilité, mais d'apprendre à être vulnérable de manière sélective, comme une fleur qui s'ouvre au soleil.
mais se referme face à la tempête. Une limite saine te permet d'évaluer les personnes avec le temps, d'observer leur comportement, de noter si leurs actions coïncident avec leurs paroles, et graduellement, si elles passent les tests, de t'ouvrir un peu plus. C'est un processus, c'est lent, c'est intentionnel, comme apprendre à nager dans une rivière. On ne se jette pas à l'eau sans savoir si elle est profonde. Un mur de défense dit que ce processus est trop risqué. Il dit que la seule sécurité réelle est de ne jamais s'ouvrir. Et, ce faisant, il élimine la possibilité d'une intimité véritable, d'une connexion profonde. Carl Jung a travaillé avec un homme. Appelons-le Antoine, qui avait eu une mère narcissique. Toute son enfance fut un exercice de survie émotionnelle. Il apprit à cacher ses sentiments, parce que toute vulnérabilité était utilisée contre lui, adulte. Antoine était extraordinairement compétent, réussi professionnellement, respecté par ses collègues, mais complètement incapable de maintenir une relation intime. Chaque fois qu'une partenaire demandait plus de profondeur émotionnelle, il se sentait menacé. Il sentait qu'on lui demandait de rendre les armes dont il avait besoin pour survivre. C'était comme si on lui demandait d'abandonner son armure. Carl Jung lui expliqua que sa mère était une personne spécifique, avec une pathologie spécifique. Pas toutes les femmes étaient ainsi. Pas toute intimité était dangereuse. Mais son système nerveux, son amygdale, ne pouvait pas distinguer. Il fallait rééduquer son cerveau. Le travail thérapeutique ne fut pas de le convaincre de s'ouvrir d'un coup de pied, mais de lui enseigner à calibrer, à faire un petit pas de vulnérabilité, observer la réponse, et seulement alors, décider s'y donner un autre pas, à construire la confiance comme on construit un bâtiment, brique par brique, pas en tirant une bombe, et en espérant que quelque chose reste debout. La quatrième différence est peut-être la plus douloureuse à affronter, parce qu'elle requiert de regarder à l'intérieur, avec une honnêteté impitoyable. Une limite saine vient de l'amour-propre. Un mur de défense vient de la peur. Ça semble la même chose. Les deux résultent à dire non. Les deux résultent à maintenir une distance. Les deux peuvent sembler identiques de l'extérieur, mais l'énergie interne est complètement différente. Quand tu poses une limite depuis l'amour-propre, il y a une sensation de calme, de clarté, de savoir qui tu es et ce dont tu as besoin. Sans excuse. Il n'y a pas de ressentiment. Il n'y a pas de peur. Seulement la tranquille certitude que tu mérites d'être traité avec respect, comme un arbre enraciné, qui reste stable même face au vent. Quand tu lèves un mur depuis la peur, il y a une tension constante. Il y a de la surveillance. Il y a la sensation que le danger guette partout, et que seul ton état d'alerte te maintient en sécurité. C'est épuisant. C'est une forme de vivre en mode survie permanent. C'est comme vivre dans une tranchée, toujours en attente d'une attaque. Carl Jung disait que la différence peut se sentir dans le corps. Quand tu agis depuis l'amour-propre, ton corps se relâche. Quand tu agis depuis la peur, ton corps se contracte. Une patiente de Carl Jung, disons Léa, avait terminé une relation avec un homme contrôlant. Les premiers mois après la rupture, chaque fois qu'un homme montrait de l'intérêt pour elle, son corps entrait en panique, transpiration, cœur accéléré, envie de fuir. Elle interprétait cela comme si son intuition lui disait que cet homme était dangereux, que son corps savait quelque chose, que son esprit ignorait. Carl Jung lui enseigna à distinguer. Il lui enseigna que la panique n'est pas toujours de l'intuition. Parfois, c'est un trauma non résolu qui s'active. Parfois, c'est le passé qui se confond avec le présent. La question qu'il lui posa changea sa perspective. Si cet homme était réellement bon, s'il n'avait aucune mauvaise intention, comment le saurais-tu? Comment pourrais-tu même lui donner l'opportunité de le démontrer? Si ton corps entre en panique avant qu'il n'ouvre la bouche, elle n'avait pas de réponse. Et dans ce silence, elle comprit que sa protection s'était transformée en prison, qu'elle avait besoin de guérir la peur avant de pouvoir établir des limites génuines, basées sur l'amour-propre, et non sur la terreur. C'était comme vivre dans une cage dorée. La cinquième différence ferme le cercle et connecte tout ce dont nous avons parlé. Une limite saine est partie du processus d'individuation. Un mur de défense l'arrête,
Individuation fut le terme que Carl Jung utilisa pour décrire le processus de devenir qui tu es réellement. Pas qui ta famille voulait que tu sois, pas qui la société espère que tu sois, mais ton être authentique, avec tes particularités, tes valeurs, ta manière unique d'être au monde. Pour Carl Jung, l'individuation ne peut pas se faire dans l'isolement. Tu as besoin de relations pour t'individuer. Tu as besoin du miroir que les autres te fournissent. Tu as besoin de la friction de l'intimité pour polir les bords de ta personnalité. Tu as besoin d'être défié, questionné, vu par les autres. Une limite saine facilite ce processus. Elle te protège des relations qui te blesseraient. Oui, mais elle te permet aussi d'entrer dans des relations qui te font grandir. Elle filtre le toxique, mais laisse passer le nutritif. Un mur de défense arrête tout. Le toxique et le nutritif également. Et sans les relations nutritives, le processus d'individuation se stagne. Tu restes dans une version incomplète de toi-même, protégé, mais pas réalisé. Carl Jung a travaillé avec un patient. Appelons-le Jean-Pierre, qui illustre parfaitement cette distinction. C'était un homme de 50 ans qui avait traversé un divorce dévastateur. Sa femme l'avait trompé pendant des années. Et il n'en avait aucune idée. Quand la vérité éclata, son monde s'effondra. Sa réponse initiale fut de se fermer complètement. Il dit qu'il ne ferait plus jamais confiance à personne, qu'il avait appris la leçon, qu'il préférait être seul, plutôt que de risquer d'être détruit de nouveau. 10 ans plus tard, il était toujours seul, pas par choix réel, mais par incapacité de s'ouvrir. Il avait construit une vie fonctionnelle, il avait un travail, des loisirs, des routines, mais quelque chose manquait, une sensation de vide, qu'il ne pouvait pas nommer, mais qui le poursuivait constamment. Il vint voir Carl Jung parce qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi la protection qu'il s'était donnée ne le rendait pas heureux. Il avait tout fait bien, il avait évité la douleur. Alors, pourquoi se sentait-il si mort à l'intérieur? Carl Jung lui expliqua la différence entre survivre et vivre. Il lui dit qu'il avait réussi la première, mais sacrifié la seconde, que son mur l'avait protégé de la douleur, mais aussi de la joie, de l'intimité, de tout ce qui fait que la vie vaut la peine. Le travail thérapeutique ne fut pas facile. Il requit que cet homme affronte sa peur, non l'éliminer, parce que la peur après une trahison est naturelle et nécessaire, mais la calibrer, apprendre à faire confiance à nouveau qu'ici, petit à petit, transformer une réaction automatique en un outil conscient. Carl Jung nous apprenait à poser des questions avant de se fermer. Est-ce que cette personne spécifique m'a donné des raisons de me méfier? Ou est-ce que je réagis à ce que mon ex-femme, Sophie, a fait? Cette situation est-elle réellement dangereuse? Ou est-ce que ma vieille blessure saigne sur le présent? Lentement, l'homme commença à distinguer. Il commença à voir que toutes les femmes n'étaient pas Sophie, que toute proximité ne menait pas à la trahison, qu'il était possible d'évaluer les personnes individuellement au lieu de les condamner collectivement, à 60 ans. Il retomba amoureux. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de panique. Il y eut des moments où le vieux mur voulut se relever à nouveau, mais il avait appris à le reconnaître. Il avait appris à dire « Ceci est une vieille peur, pas un danger réel ». Sa nouvelle relation ne fut pas parfaite. Aucune ne l'est, mais elle fut réelle. Elle fut vivante. Elle fut tout ce que ces 10 années d'isolement lui avaient nié. Maintenant, j'ai besoin de vous poser une question directement, et je veux que vous répondiez avec honnêteté. Même si la réponse fait mal, quand vous regardez vos relations actuelles, ou l'absence de celles-ci, que voyez-vous? Voyez-vous des limites saines qui filtrent le toxique, mais permettent le nutritif? Ou voyez-vous des murs qui bloquent tout sans distinction? Voici 5 questions que Carl Jung utilisait pour aider ses patients à distinguer. Première question. Pouvez-vous nommer quelqu'un qui a tenté de se rapprocher de vous dans la dernière année et que vous avez rejeté sans lui donner de réelles chances de démontrer qui il était? Si la réponse est oui, demandez-vous pourquoi. Était-ce parce qu'il montrait genuinement des signes de danger? Ou était-ce parce que toute proximité active votre alarme automatiquement? Deuxième question. Quand vous imaginez une relation intime saine,
Ressentez-vous de l'espoir ou de la terreur? Une limite saine permet de rêver à la connexion. Un mur de défense convertit ce rêve en cauchemar. Troisième question. Avez-vous maintenu une distance avec des personnes que d'autres considèrent comme fiables, simplement parce que votre instinct vous dit qu'il vaut mieux être seul que de prendre un risque? Si c'est le cas, demandez-vous si cet instinct est de la sagesse ou un trauma qui parle. Quatrième question. Quand vous rejetez quelqu'un, y a-t-il une partie de vous qui ressent de la satisfaction, qui apprécie d'être celui-celle qui ferme la porte au lieu de celui-celle qui reste dehors? Si c'est le cas, c'est de la vengeance déguisée, pas de la protection. Cinquième question. Vous sentez-vous plus en sécurité ou plus seul? Parce qu'une limite saine devrait faire les deux. Elle devrait vous protéger et vous laisser de l'espace pour connecter. Si vous ne ressentez que de la solitude, il est probable que votre limite soit devenue une prison. Ces questions n'ont pas de réponse correcte ou incorrecte. Elles ont des réponses honnêtes ou malhonnêtes. Et seuls les honnêtes vous seront utiles. Maintenant, si vous découvrez que vous avez des murs au lieu de limites, cela ne signifie pas que vous êtes endommagé ou de manière permanente. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie que votre réponse au dommage fut extrême, ce qui est complètement compréhensible étant donné ce que vous avez vécu. Mais compréhensible ne signifie pas sain. Et reconnaître la différence est le premier pas pour changer. Carl Jung a développé plusieurs techniques pour aider ses patients IT à convertir des murs en limites. Je vais vous en enseigner 3 que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui. La première technique s'appelle le gradient de confiance. Au lieu de penser à la confiance comme un tout ou rien, commencez à la voir comme un spectre, à un extrême. Il y a la méfiance totale. À l'autre, il y a la confiance aveugle. Votre travail est d'apprendre à vous déplacer consciemment le long de ce spectre, en fonction de la preuve que chaque personne vous donne. Avec quelqu'un de nouveau, vous commencez au milieu. Ni méfiance totale, ni confiance aveugle. Simplement, observation neutre. Ensuite, avec le temps, en vous basant sur ses actions, vous vous déplacez dans une direction ou l'autre. Il/elle a fait ce qu'il/elle a dit qu'il/elle ferait. Vous vous déplacez un peu vers la confiance. Il/elle a dit une chose et en a fait une autre. Vous vous déplacez un peu vers la méfiance. Il/elle fut constant pendant des mois. Vous vous déplacez plus vers la confiance. Il/elle a montré un pattern d'inconsistance. Vous vous déplacez plus vers la méfiance. C'est un système. C'est mesurable. C'est conscient au lieu d'être automatique. Et c'est exactement ce qu'un mur de défense ne permet pas. La possibilité d'une évaluation graduelle. La deuxième technique s'appelle la distinction somatique. Votre corps sait des choses que votre esprit ignore, mais votre corps réagit aussi au trauma de manières qui ne sont pas toujours utiles. La clé est d'apprendre à distinguer entre l'intuition génuine et l'écho du passé. Quand vous sentez de la peur face à une personne nouvelle, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous avec honnêteté. Cette peur vient-elle de quelque chose que cette personne spécifique a fait ou dit, ou vient-elle d'un lieu plus ancien, une blessure que cette personne a accidentellement activée, simplement par son existence? Si vous pouvez identifier un comportement spécifique qui a justifié la peur, c'est probablement de l'intuition. Si vous ne pouvez pas, si la peur est apparue sans raison concrète, c'est probablement un trauma. Cela ne signifie pas ignorer la peur traumatique. Cela signifie la reconnaître pour ce qu'elle est. Dire « Ah, ceci est ma vieille blessure qui s'active. Cette personne n'a rien fait de mal. Je vais observer un peu plus avant de décider. » La troisième technique est la plus difficile, mais la plus transformatrice. Elle s'appelle l'exposition graduée. Si vous avez construit des murs, la seule manière de les démolir est brique par brique, pas d'un coup, pas en vous forçant à faire confiance quand vous n'êtes pas prêt, mais en vous donnant de petites doses de vulnérabilité. Et en observant ce qui se passe, commencez avec quelque chose de petit. Partagez un détail personnel avec quelqu'un qui semble raisonnablement sûr, Observez sa réponse. Si la réponse est respectueuse, si il, elle, n'utilise pas cette information contre vous, vous avez gagné une donnée, une petite brique de moins dans le mur. Ensuite, si cela vous semble approprié,
partagez quelque chose d'un peu plus profond. Observez à nouveau. Chaque interaction réussie enseigne à votre système nerveux que la vulnérabilité ne mène pas toujours au dommage, que certaines personnes sont sûres, qu'il est possible de distinguer. C'est un processus lent, parfois frustrant, parfois douloureux quand quelqu'un ne répond pas comme vous l'espériez. Mais c'est le seul chemin vers des limites genuines au lieu de murs de prison. Ce type de contenu, cette profondeur sur la psychologie de Carl Jung appliquée à la protection émotionnelle, requiert une recherche sérieuse, des heures de lecture de textes originaux, de cas cliniques, de correspondances entre Carl Jung et d'autres psychologues de son époque. Si vous sentez que cette information vous aide à comprendre quelque chose d'important sur vous-même, si vous croyez que distinguer entre limites et murs peut changer comment vous vous reliez au monde, vous avez l'opportunité de soutenir ce travail. Le bouton de Super Thanks est juste là en bas. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est votre manière de dire que ce contenu importe, que vous en voulez plus, que vous comprenez que créer des vidéos qui aident réellement prend du temps et des efforts qui méritent d'être reconnus. Chaque soutien me permet de consacrer plus de temps à traduire Carl Jung de manière accessible, à trouver les cas cliniques pertinents, à créer du contenu qui protège et renforce vraiment. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Carl Jung a découvert vers la fin de sa carrière et qui est rarement mentionné dans les contenus sur les limites et la protection. Il disait que l'objectif final n'est pas d'avoir des limites parfaites. L'objectif est de ne pas en avoir autant besoin. Cela semble contradictoire. Je sais, je viens de passer toute cette vidéo à parler de l'importance des limites, et maintenant je dis que l'objectif est de ne pas en avoir besoin. Mais écoutez la distinction. Quand on est très blessé, on a besoin de limites fortes. On a besoin de protection. Notre psyché est en mode récupération et ne peut pas se permettre plus de dégâts. Mais à mesure qu'on guérit, à mesure qu'on traite le trauma, à mesure que notre système nerveux apprend à distinguer entre danger réel et écho du passé, les limites peuvent devenir plus perméables. Pas parce qu'on devient naïf, mais parce qu'on développe la capacité d'évaluer rapidement et de répondre de manière appropriée. Une personne véritablement individuée, disait Carl Jung, n'a pas besoin de murs parce qu'elle peut voir clairement. Elle n'a pas besoin de défense rigide parce qu'elle peut se déplacer fluidement. Elle n'a pas besoin de règles fixes parce qu'elle a une sagesse situationnelle. Mais y arriver nécessite de passer par l'étape des limites. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas sauter de blessé à sage sans le travail intermédiaire. Quand les limites sont le pont, elles sont la protection nécessaire pendant qu'on guérit. Elles sont temporaires par conception. Le problème, c'est quand le temporaire devient permanent, quand la protection d'urgence devient un style de vie, quand les limites qui devraient être des trampolines vers la liberté deviennent des cages. Je veux terminer avec une image que Carl Jung utilisait fréquemment avec ses patients. Imaginez une maison, votre maison intérieure. Elle a des portes et des fenêtres. Elle a une structure qui vous protège des éléments. Une personne avec des limites saines a des portes qui fonctionnent. Elle peut les ouvrir quand quelqu'un de confiance arrive. Elle peut les fermer quand quelqu'un de dangereux apparaît. Les fenêtres permettent de voir dehors, de laisser entrer la lumière, mais elles peuvent aussi se fermer s'il y a une tempête. Une personne avec des murs de défense a scellé les portes et bouché les fenêtres. La maison est sûre, oui. Rien de dangereux ne peut entrer, mais la lumière ne peut pas entrer non plus. Oh, l'amour ne peut pas entrer non plus. Rien de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ne peut entrer. La question est, dans quel type de maison vivez-vous? Et si la réponse vous met mal à l'aise? Si vous vous rendez compte que vous avez bouché des fenêtres qui devraient être ouvertes? La vidéo d'aujourd'hui est le premier pas pour changer ça. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Dans les commentaires, dites-moi laquelle des 5 différences vous a le plus marqué. Laquelle vous a fait voir quelque chose que vous n'aviez pas considéré avant. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre histoire, juste le numéro de la différence et un mot sur pourquoi. 1. Flexibilité versus rigidité. 2. Protection versus punition. 3. Vulnérabilité sélective versus zéro vulnérabilité. 4. Amour-propre versus peur. 5. Individuation versus stagnation. Votre réponse peut aider d'autres personnes à se reconnaître.
elle peut leur montrer qu'elles ne sont pas seules. Elle peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour enfin comprendre pourquoi sa protection se sent comme une prison. Carl Jung disait que la guérison n'est jamais un voyage solitaire. Nous avons besoin de témoins. Nous avons besoin de communautés. Nous avons besoin de savoir que d'autres ont marché sur le même sentier. Les commentaires de cette vidéo peuvent être cet espace. Ils peuvent être l'endroit où des personnes qui ont construit des murs commencent à considérer que peut-être, juste peut-être, il existe une autre manière. Et souvenez-vous, une limite vous protège tout en vous permettant de vivre. Un mur vous maintient en vie mais vous empêche de vivre. La différence est tout.